Allez, c'est parti pour la matinale gestion de fortune, profession CGP, investissement conseil, patrimoine 24. Je suis avec Sidney Houry. Sidney, bonjour. Bonjour Frédéric. Sidney, vous êtes associé fondateur d'Iveo Capital Partners. On reviendra sur la spécificité de cette maison parisienne. D'abord, j'aimerais qu'on parle un peu de l'environnement qui est compliqué avec la Russie et l'Ukraine, avec la Chine. Ça bouge aussi beaucoup en Afrique. Vous êtes un des spécialistes français de la dette et de la dette émergente. C'est compliqué en ce moment la dette émergente parce que ça bouge tellement dans tous les sens. Oui, alors ça n'a pas commencé cette année, ça a commencé déjà en 2021. On a vu qu'il y avait des tensions sur la Chine notamment, avec ses répercussions qu'il y a eu dans tout le monde émergent, et la hausse des taux de la Fed, qui est un facteur de risque pour les émergents. Et donc l'année dernière, quasiment tous les indices étaient dans le rouge. Et donc cette année, on voit une accélération et des tensions aussi géopolitiques apparaître. J'ai l'impression que la dette émergente, structurellement, c'est compliqué. Alors structurellement, c'est challengeant. Vous avez des opportunités, c'est vrai, qui se présentent, elles sont de plus en plus présentes, mais vous avez des niveaux de spread plus élevés, qui est principalement dû à les notations des pays émergents et ce qui se passe sur le souverain ou sur les devises locales. Vous intervenez essentiellement sur de la dette privée. Libellée en devises fortes, c'est ça, hein? Oui, tout à fait. Notre spécialité, c'est les devises, c'est les entreprises libellées en devises dures. Et donc, on ne va pas du tout investir dans les émissions souveraines ou les devises locales. En devises locales. Aujourd'hui, quand on est gérant de dette émergente, c'est quoi votre tiercé gagnant et puis c'est quoi ce qu'on laisse de côté? Alors, je reviens dessus. Donc, du coup, c'est les entreprises. Et après, on va regarder, on va faire l'analyse, nous, sur le souverain pour voir s'il y a des spreads assez intéressants et les niveaux de rendement attractifs. On va voir si le risque est bien pricé. Et puis, on va regarder après les pays si aujourd'hui, sur par exemple la Russie, si ça s'est suffisamment écarté. Quand on regarde certains opérateurs comme Gazprom qui yieldaient il y a quelques jours 3% et aujourd'hui c'est 6% sur des émissions 2027, est-ce que c'est suffisamment bien pricé? Quand le rendement monte, c'est-à-dire que le prix du papier a baissé. Hein. Exactement, le prix du papier baisse. Et puis, plus vous allez chercher des émissions avec des maturités longues, plus vous allez avoir une sensibilité sur le prix lorsqu'il y a des tensions qui même parfois sont extérieures. Comme certains de vos confrères qui font du stock picking, vous faites du bond picking. Vous regardez émetteur par émetteur ce que ça vous inspire, c'est ça? Exactement. On regarde, on fait du bond picking, on fait de la sélection d'obligations, on va regarder les répercussions que les risques et les facteurs exogènes peuvent avoir sur les entreprises qu'on a en portefeuille et si le niveau de risque, on est confortable avec ce niveau de risque pour acheter l'obligation. Gazprom, vous êtes confiant parce que tout le monde parle de sanctions Non, à ce stade, on est dans un repricing sur le secteur. Pour l'instant, on n'a pas suffisamment de visibilité pour voir le niveau des sanctions aussi. Et donc, pour l'instant, on ne s'est pas positionné. D'accord. Est-ce qu'on peut parler un peu de votre maison Iveo Capital Partners? C'est vrai que sur les radars, vous êtes relativement discret. Alors, on a lancé l'activité en 2012, donc on a fêté notre 10e anniversaire. Là, on a dépassé l'année dernière le cap du milliard d'euros, donc on est un peu plus visible. On a une vingtaine, on a une présence dans les émergents, une présence historique dans les émergents. Et donc, on a deux spécialités. Une spécialité donc sur les dettes d'entreprises émergentes, donc libellées en devises dures, et une autre sur la gestion et les placements privés, pardon. D'accord. Litigation Finance. C'est une activité. Litigation Finance. Je crois que vous devez bientôt lancer un fonds dans ce domaine-là, non? Oui, exactement. On peut rappeler ce que c'est ces fonds litigation? Alors, c'est du financement de contentieux. Donc, nous, on a démarré l'activité en 2014. On lance un nouveau véhicule là. Donc, on va financer des procès. Donc, des entreprises qui ont des procès ou des arbitrages, on va financer les frais d'avocat. Faut pas se tromper de cheval, là. Alors, justement, on fait une sélection, on fait une analyse juridique pour voir si le cas, il a de la valeur. Et après, on va percevoir un droit senior sur le résultat du cas. Un procès, ça peut durer des années, il peut y avoir appel. C'est un peu compliqué de naviguer sur cette classe d'actifs quand même. Oui, alors ça peut durer exactement. C'est un risque de la classe d'actifs. Nous, on l'aborde avec une assurance. Parce qu'on a justement différents assureurs, la plupart anglo-saxons, qui assurent ce type de risque. Et donc, on a un véhicule qui a un capital assuré avec une maturité à 5 ans. Et donc, au bout de 5 ans, si on n'a pas de débouclement, on a les investisseurs qui perçoivent leur capital. D'accord. Voilà. On peut s'attendre à quel type, si ça se passe à peu près bien, historiquement, on a quel type de rémunération sur ce type de fonds?
Alors, sans l'assurance, on a des niveaux qui sont comparables à ce qu'on peut avoir sur le venture capital. D'accord. Donc, des niveaux de rendement double digit, à 2 chiffres, etc. Ouais. Nous, avec notre assurance, qui du coup, permet d'avoir cette assurance, exactement, une assurance sur la visite et une garantie sur le capital, on a des niveaux de rendement qui sont de l'ordre de 10%. Voilà, sur les précédents vintage, on a eu des rendements de 9%. Ok. Les affaires que vous mettez en portefeuille, c'est des affaires franco-françaises, européennes, worldwide. Comment on fait son marché? C'est spécial comme classe d'actifs. Ouais, historiquement, c'était plutôt anglo-saxon. Donc, on a financé des cas principalement aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada et en Australie. Et puis, de plus en plus, nous, on s'intéresse au marché européen, en Europe continentale, et français notamment, sur l'arbitrage. Paris est une place plutôt forte, plutôt intéressante, et on voit beaucoup plus maintenant d'acteurs américains qui commencent à financer des arbitrages en France. Sidney, un dernier point pour l'investisseur, cette classe d'actifs, est-ce qu'il y a des contraintes particulières, des clauses de lock-up, est-ce que c'est liquide, je rentre, je sors comme je veux, ça se passe comment? Alors c'est une classe d'actifs illiquide, donc justement nous on voit aujourd'hui beaucoup d'intérêt des investisseurs, parce que sur le non-coté on voit très bien qu'il y a beaucoup plus d'intérêt des investisseurs. Donc, c'est pas complètement liquide. Non, c'est pas liquide, c'est réservé à des clients professionnels. D'accord. Ou assimilés professionnels. Donc, ça veut dire minimum. C'est minimum 100 000, exactement, 125 000 à Luxembourg. Ok, c'est très clair. Merci Sidney d'avoir été avec nous. Frédéric. À bientôt. Au revoir. Allez, on continue la matinale. Je suis avec Loïc Guinchard. Loïc, bonjour. Bonjour Frédéric. Loïc, vous êtes directeur commercial de Build Invest. On est ensemble pour faire le point sur votre actualité. Il se passe beaucoup de choses chez vous et entre autres, vous finissez la commercialisation d'une opération, une belle opération sur Caen. C'est quoi? Oui, tout à fait. Ça a été un couvent au XVIIIe siècle, c'était une caserne et c'était la dernière affectation, c'était le siège du gouverneur. Ça aura tout fait. Oh oui, dans la recomposition des bâtiments depuis leur origine, il y a souvent des affectations très 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 surprenantes. Et là, c'était la dernière destination, c'était le siège du gouverneur militaire de Normandie. Et on va en faire, dans cette fin de commercialisation, puisqu'il n'y en a plus que 4 à commercialiser, 34 appartements avec des parkings et des garages à vélo. Parce que la mairie de Caen, bien évidemment, nous a donné un cahier des charges pour revitaliser le centre urbain et y remettre des familles. Les mobilités douces, les nouveaux usages. Là, on est dans le centre-ville de Caen. On est en hypercentre, près du Conseil général, près de l'abbaye aux Dames, près des commerces de proximité. On est sur des tickets à combien? Pardon? On est sur des tickets à combien? On est sur des tickets tout à fait raisonnables, puisque si on compare ce camp monument historique à du Campinel, pour parler en jargon, on est à 6 000 € le mètre carré. D'accord. En hypercentre. Donc le haut de gamme à Caen, au bord vers le port, tout ça est à peu près au même prix, quoi. Voilà, sur un emplacement tout à fait exceptionnel, près de la ville aux Dames, comme je le disais, le conseil régional. Il y a une forme un peu de recyclage urbain, parce qu'on prend des locaux qui ont eu un historique, qui sont plusieurs fois centenaires, qui ont eu tellement d'affectation, et puis on leur donne une nouvelle vie. Oui, souvent dans ces bâtiments, si vous voulez, Frédéric, il ne reste plus qu'un très bel escalier, quelques cheminées qui n'ont pas été un bel extérieur. Un très bel extérieur, toujours. Puis l'intérieur, c'est n'importe quoi. C'est la raison pour laquelle le bâtiment a été classé au titre des monuments historiques. Et puis souvent, l'extérieur, c'est les 30 Glorieuses, c'est du mauvais lino, c'est des faux plafs, c'est des néons. Et donc, on va lui redonner presque le charme d'antan au travers des appartements individuels. Ouais. Ça, c'est un peu l'expertise de Build Invest, c'est de prendre des pépites, des étoiles filantes qui sont allées un peu dans l'ombre et puis de leur redonner leur éclat, leur face. Vous avez une opération de cet ordre-là à Senlis sur du monument historique. Tout à fait. On a acheté il y a 3 ans un très très beau bâtiment. Pour l'anecdote, on y a préparé l'armistice. Donc toute l'armistice a été préparée dans ce bâtiment. Il y a une très très belle plaque sur la façade. Extérieurement, c'est un hôtel particulier digne des Champs-Élysées ou du 8e arrondissement parisien, puisque c'est une reproduction d'un hôtel particulier parisien. Mais à l'intérieur, c'était la caisse d'allocation familiale. Donc lui aussi, il a subi les affres des années 70-80. Il reste des beaux escaliers. Je me répète, quelques cheminées, mais le reste, bien évidemment, est à recréer. Mais c'est intéressant parce que autant aujourd'hui, il y a une vraie sensibilité des investisseurs, des pouvoirs publics sur le patrimoine historique, autant dans les années 60-70... On cherchait des murs, hein.
on faisait n'importe quoi. N'importe quoi, je sais pas, mais on avait un besoin de bâtiments, on avait un besoin de reconstruire la France pendant 30 ans. Donc on a utilisé tout ce qui servait à rien, puisqu'il n'y avait plus de grandes familles bourgeoises ou nobles qui habitaient ce type de bâtiments. Et là, effectivement, on a une enveloppe qui est historique et puis un intérieur. Tout à fait. Ce que vous citiez tout à l'heure, des faux plafonds, les formica. Et ce bâtiment va avoir la particularité, comme il est en hypercentre, au pied de cathédrale et à côté des commerces, même son jardin est classé, on va y faire un parking souterrain, parce que Senlis, pour ceux qui connaissent, des petites rues, pavées, étroites, et donc l'horreur à Senlis, c'est pas d'y habiter, c'est un paradis, mais c'est de s'y garer. Donc on va faire une prouesse de faire un parking souterrain sous ce bâtiment. Ah oui, c'est à chaque fois quand même ces rénovations des chantiers très lourds. Techniquement très lourd. Ouais, Techniquement très lourd. Il y a une récurrence des équipes qui travaillent avec nous. Donc, on travaille suivant les régions avec l'architecte des bâtiments de France et les collectivités locales. Mais on a un architecte maison qui connaît très très bien depuis 40 ans ce genre de transformation ou de subtilité de bâtiments. Et puis après, c'est les équipes d'artisans par rapport aux appels d'offres qui vont s'adapter à chaque problématique. Les photos que j'ai de quelques parkings souterrains que nous avons fait par le passé sont très très impressionnantes quand on voit comment on contourne des vieilles pierres qui sont... Il y a des vraies contraintes. Comment tiennent-elles encore debout après les trous que nous faisons? Loïc, qu'est-ce qu'il y a dans le pipe chez Build Invest? Là, on a passé un peu, on a parlé des opérations qui sont en cours ou qui sont passées. Il y a quoi à l'avenir? Alors, à l'avenir, pour des raisons toujours de pérennité, de fidélité à nos artisans, la magie de ce secteur d'activité, c'est d'avoir les bons artisans qui livrent les bonnes choses aux bonnes dates. Ça reste de l'artisanat. On peut pas industrialiser, il faut trouver l'actif, il faut trouver les artisans capables. L'actif se trouve par concours ou par hasard ou par proposition d'un particulier. Les appels d'offres par rapport à l'état du bâtiment vont déterminer une enveloppe travaux qui soit raisonnable par rapport à un marché dans lequel on est accompagné par les conseillers en gestion de patrimoine. Et chez Build Invest, bien évidemment, ce qu'on va faire, c'est regarder les bâtiments où on a une récurrence de la prestation de service de nos artisans. D'accord. C'est un grand mot, mais c'est se dire qu'un artisan qui peut passer d'un bâtiment d'une année à un bâtiment, pourquoi? Parce qu'on est toujours présent dans la même commune, va faire que Build Invest va accompagner des partenaires artisans. Parce que du sculpteur de pierre au bonhomme qui va nous installer l'ascenseur quand on a le droit à mettre un ascenseur, c'est toujours les mêmes parce qu'on est plus sûr. Oui, et puis que c'est compliqué de trouver des professionnels qui maîtrisent. Il y a des opérations que vous allez bientôt mettre sur le marché. Il y a des choses dont on peut déjà parler. La première opération, on peut juste la répéter. Mot, parce que... Oui, la première opération, c'est bien évidemment ce monument historique à Senlis. Et après, on aura un gros marché de Malraux en Normandie. Ok, très bien. Du Malraux en Normandie. Merci Loïc d'avoir été avec nous. Merci Frédéric. À bientôt. À bientôt. Allez, on continue la matinale. Je suis maintenant avec François Lénoré. François, bonjour. Bonjour Frédéric. François, vous êtes directeur du développement d'Arbevel. On est content de vous retrouver chez Arbevel. On vous connaissait dans une autre maison. Vous faites partie du Mercato. On va revenir un peu sur ce move et puis ce qu'est votre mandat. Juste chez Arbevel, l'actualité, c'est que la maison est en train de finaliser l'acquisition d'Actis AM, c'est ça? Oui, c'est une annonce qui a été faite en octobre, qui devrait être finalisée à la fin du premier trimestre 2022. Et l'idée, c'est en effet de participer à la consolidation du marché à travers cette acquisition. C'est quoi les expertises? On peut rappeler en 3 mots les expertises d'Actis? Alors Actis, c'est une société de gestion indépendante qui s'est construite sur une offre de services de gestion dédiée aux familles et aux institutionnels, avec une activité à la fois sur de la gestion action et aussi obligataire qui viendra renforcer l'expertise existante d'Arbevel. Ok, l'obligataire c'est bien. Est-ce que la gestion action risque pas de faire doublon parfois avec les expertises d'Arbevel? Non, pas du tout. Ça viendra renforcer notamment la gestion Action France, à travers un fonds bien connu que vous aviez salué dans votre journal GTA France, mais surtout ouvrir d'autres expertises à travers une expertise Action globale. D'accord. En termes d'encours, ça vous fait passer Arbevel de quelle taille d'encours à quelle taille d'encours? Arbevel, lorsque la société de gestion a été reprise par Jean-Baptiste et Sébastien en 2009, c'était 23 millions d'euros d'encours. Aujourd'hui, c'est 2,3 milliards. Ah, c'est une belle progression. Uniquement en croissance organique. Avec cette acquisition, nous devrions dépasser les 3 milliards.
ce qui devrait en effet être assez structurant pour l'entreprise. Structurant. C'est bien. L'actualité d'Arbevel, c'est aussi un de vos bébés qui vient de fêter ses 3 ans. Exactement. C'est lequel? Alors, c'est Plus-Valka Sustainable Opportunities. Plus-Valka Sustainable. Alors, Sustainable, ça veut dire que c'est ISR ou quelque chose comme ça. Oui. Un peu comme tout le monde. Enfin, vous connaissez mon attachement pour la finance responsable. Oui. C'est en effet un fonds ISR labellisé article 9, mais Ouais. c'est surtout un excellent fonds action small et mid cap européenne. Opportunity, ça laisse entendre on n'a pas d'a priori, c'est ça? Exactement. C'est C'est du un stock fonds picking. qui est basé sur une expertise de stock picking fondamentale, multithématique, avec deux grands thèmes, la croissance décarbonée et les mutations sociétales. Ce qui amène un aspect assez différenciant à ce fonds par rapport aux autres fonds dits Ouais. ISR que vous connaissez bien. C'est-à-dire que c'est un fonds qui n'est pas que sur de la croissance structurelle. Il y a aussi la moitié du portefeuille qui est sur de la croissance cyclique et donc une construction de performance qui n'est pas liée uniquement à des perspectives on va dire presque incertaines. Ouais. Ce sont des entreprises qui sont rentables, qui sont majoritairement européennes, même exclusivement européennes, ce qui est très D'accord. différenciant, mais plutôt small et mid cap. Vous savez qu'en Europe, on est parmi les zones les plus avancées sur la croissance décarbonée et l'accompagnement de ces mutations sociétales. Donc on est convaincu d'avoir un positionnement de niche et très différenciant pour les porteurs de parts. Et il y a de nombreuses opportunités qu'il faut savoir saisir. Est-ce qu'on peut parler un peu, ce fonds fête ses 3 ans, est-ce qu'on peut parler un peu performance? Ça donne quoi? Alors, les performances sur les 3 premières années, arrêtées à fin 2021, 21. font que la performance moyenne annualisée est supérieure à 20% sur les 3 premières années. D'accord. Avec des mouvements de rotation qui ont été assez violents. Donc, c'est des performances qui, vous le savez, ne présageront pas Ouais. des performances futures. On le rappelle, hein, les On le performances. rappelle. Et puis, il y a de la volatilité. Hein, vous le précisiez, c'est une performance moyenne. Exactement. 20%, ce qui ne veut pas dire que chaque année, on a Tout eu... à fait. Ça peut être plus, ça peut être moins. C'est la question de la volatilité. Et puis, une autre actualité aussi chez Arbevel. Alors, je ne sais pas si c'est lié à votre arrivée, François. La maison veut pousser, vraiment mettre en avant le mandat de gestion. Alors, c'est pas du tout lié à mon arrivée. C'est une expertise qui date de plus de 10 ans chez Arbevel, la gestion sous mandat. La gestion sous mandat chez Arbevel, c'est une double expertise. C'est avant tout la délégation, le souhait de certains conseillers financiers de déléguer des mandats, la gestion financière de comptes qui leur sont confiés à des experts. Arbevel est un expert du stock picking et de la sélection de fonds en architecture ouverte donc, et propose ce service donc depuis plus de 10 ans chez l'intégralité des assureurs luxembourgeois, chez un grand nombre de dépositaires. Et l'année dernière, c'est plusieurs dizaines de millions d'euros de collectes qui ont été réalisés pour le compte et grâce à des multifamily office, à des conseillers en gestion de patrimoine qui ont décidé de confier à Arbevel bien des poches à gérer avec un prisme particulier qui est l'identification de thématiques de long terme, des thématiques de croissance de long terme, notamment sur lesquelles on peut avoir une certaine visibilité liée soit au développement durable, soit à la santé et au vieillissement de la population, soit à la croissance décarbonée. Et on le rappelle, on le précise, on est en architecture ouverte parce que avec cette acquisition dont vous parliez tout à l'heure d'Actis, vous faites l'acquisition d'une expertise obligataire. On peut se dire, ils ont déjà expertise action obligataire. Vous restez en architecture ouverte. On reste en architecture ouverte. On peut aussi travailler sur les fonds Arbevel. Mais l'objectif, c'est de répondre aux besoins du client, d'être vraiment sur une approche sur mesure. Sur votre, vous avez rejoint récemment Arbevel, sur votre feuille de route, votre mandat, François, vous avez des objectifs concernant cette activité de mandat sous gestion? Alors, on a des objectifs ambitieux, bien sûr, mais on a des objectifs plus larges qui sont de mieux faire connaître Arbevel, les fonds thématiques, mais les fonds cœur, gérés par l'équipe de gestion depuis plus de 10 ans, et puis toutes les activités de diversification, que ce soit de la dette privée, du private equity ou d'autres activités. C'est aussi mieux faire connaître l'équipe commerciale avec qui je travaille, donc pour les conseillers en gestion de patrimoine, donc Eva Sarla, Olivier H et Thibault Loison. Très bien. Écoutez, on vous souhaite succès sur ce nouveau challenge. Merci François d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.